merci à nouveau de nous retrouver pour un webinaire de l'Annexe Centre. Donc, ce soir, on est en compagnie de Lan Wang. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, merci Aurélien d'avoir organisé ce webinaire pour nous donner la parole sur la data, IA, surtout en ce moment, la facturation électronique, c'est le sujet du moment. Donc ce webinaire-là va nous aider à analyser les données qu'on dispose déjà aujourd'hui, qui nous aident à projeter dans le futur avec l'utilisation de IA, bien sûr, on verra par la suite. Donc, pour me présenter, je suis à l'Annexe depuis 5 ans. Je suis au bureau national comme Aurélien et aussi au bureau Île-de-France. Donc, je suis en 3e année de stage. Je suis encore expert comptable mémorialiste. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à la data? En fait, j'ai eu un parcours un peu atypique. C'est-à-dire, j'ai pas suivi le chemin du monde qui a fait un parcours initial et ensuite commencé des stages en CDI. J'ai fait toutes mes années d'études en alternance, donc BTS, TCG, TSCG, et j'ai eu l'occasion de travailler en expertise et en contrôle de gestion dans les grands groupes qui m'a appris à utiliser Power BI, qui m'a appris à faire du reporting, du pilotage tous les mois et suivre les budgets, etc. C'est pour ça que je trouve, en plus de notre métier d'expert comptable, on doit avoir ce point de vue analytique sur les données qu'on dispose et on doit aussi apporter à nos clients une vision plus analytique pour les aider à piloter l'activité et ensuite faire plus de croissance, plus de performance, etc. à l'aide de nos connaissances et les data qu'on dispose aujourd'hui. Donc, comme vous voyez à l'écran, notre sujet aujourd'hui, c'est les professionnels du chiffre alerte à la data. Donc, c'est nous, les professionnels du chiffre, nous, experts comptables mémorialistes, c'est nous qui établissons les comptes annuels de tous nos confrères, enfin, de tous nos clients. C'est pour cela que nous, on dispose vraiment une mine d'or avec toutes les écritures qu'on passe dans la comptabilité. On a vraiment la trace de toute la vie d'une entreprise et on a beaucoup de choses à exploiter. Hop, on va commencer. Et donc, comme vous constatez, aujourd'hui, nos chers clients, on a un fichier normé. Donc, c'est notre FEC qui est exhaustive et qui a tous les dates de toutes les écritures qu'on passe avec nos travail au quotidien. Et c'est aussi le fil rouge de ce webinaire. Avant, on le voit comme une obligation, la tenue comptable, on doit enregistrer des écritures, tout passer pour que notre compte correspond à la réalité de l'entreprise, qui est exhaustive aussi. Donc, beaucoup de personnes le voient comme une obligation, comme les clients, ils voient une fois par an leur expert comptable, juste pour voir le bilan, qu'est-ce que ça ressemble, c'est quoi qu'on a comme résultat, qu'est-ce qu'on a au bilan, etc. Et pour valider les comptes. Et on ne propose pas forcément d'autres services ajoutés en plus de cette obligation légale-là. Et c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément exploité toutes les données qu'on dispose. Et le service de pilotage dans le passé, on ne propose pas forcément non plus à nos clients si le client ne demande pas en plus. Ça, c'est nos contextes d'aujourd'hui. En plus de ce contexte-là, de pratique de notre métier sur nos missions de tenue de compte, on a aussi IA et la facturation électronique et digitalisation qui vient de plus en plus nous impacter nos quotidiens. Ces 2 dernières années, je me suis spécialisée dans la facturation électronique. Donc, ça implique que dans notre métier, dans toutes les entreprises en France, on a tous les flux de factures qui sera digitalisés. Ici, septembre 2027, on aura les échanges de données en France, du moins, entre professionnels en temps réel, qui nous donnent encore plus de données, de data à exploiter en plus de faits qu'on dispose. On a aussi IA qui développe très, très, très rapidement. Quand on voit Claude ou ChatGPT, ici 1 an, ils ne sont pas aussi performants. On ne pourra pas coder ou faire de pilotage encore aussi facilement. Donc, avec ces contextes-là, les dirigeants
Par exemple, j'ai des clients qui viennent me demander est-ce que vous pouvez revoir mon prompt pour que je génère mon propre business plan? C'est-à-dire que les missions qu'on propose aux clients aujourd'hui en tant que professionnels avec l'aide de IA et toutes les données qui vont être de plus en plus digitalisées, ils sont en capacité de produire aussi ce qu'ils ont besoin pour piloter l'activité. Mais notre avantage, c'est nous, les professionnels et les clients, il peut avoir IA qui l'aide à construire un plan, business plan, etc. Mais il ne peut pas valider les données qu'il dispose. Donc, c'est une opportunité pour nous, pour moi, de proposer ce type de mission-là à nos clients pour les aider à piloter au quotidien, pour être sûr des données qu'ils disposent et aussi des analyses. C'est aussi là qu'on a le gisement. La data nous donne déjà ce qu'on dispose dans nos comptes, mais le potentiel, c'est à nous d'aller exploiter dans le futur. Et là, on va voir concrètement les cas usages et les outils dans cette présentation-là. Et aussi quelques méthodes et de cartes-à-fous pour contrôler et carter bien la qualité de livrable qu'on propose à nos clients. Est-ce qu'Aurélien, tu veux compléter quelque chose ou on continue? Tu nous dis qu'on a déjà produit énormément de données dans les cabinets. Est-ce que tu penses Oui. qu'on passe à côté, même aujourd'hui, enfin même dans le passé, est-ce que c'était déjà sous-exploité? Ou est-ce que tu penses que la plupart des cabinets utilisent à bon escient toute la data dont ils disposent? Je pense vraiment aujourd'hui l'utilisation de data qu'on dispose, c'est sous-exploité parce que selon ma vision et les cabinets que j'ai pu travailler, tout le monde voit la tenue de la comptabilité, la saisie comme une obligation légale. Donc on s'arrête à l'établissement de bilan. À la limite, on va faire une petite revue analytique pour présenter les variations aux dirigeants pour le rendez-vous bilan. Mais vraiment, le côté pilotage et le conseil aux dirigeants, aujourd'hui, on ne le pratique pas beaucoup. Et dans les profils qu'on forme aujourd'hui, beaucoup de personnes ont encore du mal à proposer ces services-là systématiquement aux clients. Et l'autre côté, le client, chaque fois quand je rencontre un prospect ou des personnes dans mon cercle d'amis, ils me disent que leur expert comptable, ils voient une fois par an. Ils voudraient avoir plus de conseils pour que leur expert comptable leur dise, voilà, vous avez trop de charges ou vous avez trop de produits. On peut optimiser de cette manière-là. Si on a trop de trésorerie, peut-être on peut voir, faire un investissement immobilier pour l'optimiser, pour mieux utiliser la ressource de l'entreprise ou faire une comparaison de CA mois par mois pour voir cette année pourquoi on fait plus de CA. S'il y a une baisse de CA, c'est pour telle raison. Est-ce que le mois prochain, comment on peut réagir pour augmenter ce CA? Ou encore, j'ai vu un exemple aujourd'hui avec un client. C'est un hôtel dont on va voir l'analyse de son compte de résultat avec le prompt par la suite. En fait, ils ont eu 20 000 euros de charges de personnel en plus parce que le directeur d'hôtel a embauché des vigiles tous les soirs, même s'il n'y a pas forcément de problèmes d'insécurité. Et ces problèmes-là, le dirigeant ne s'est pas rendu compte jusqu'au moment où il a eu le rendez-vous bilan en fin d'année. Donc, c'est trop tard pour lui de réagir parce que les charges ont déjà engagé. Il peut que prendre les actions dans l'année à venir. Donc, c'est un manque à gagner pour lui. Et si on a pu proposer un pilotage mensuel, par exemple, il aura pu constater cette dépasse de charge plus rapidement et corriger les actions de ses directeurs d'hôtel. On a trois forces aujourd'hui sur tous les données qu'on dispose. On a le fait depuis 2024 et qui nous donne un peu une structure de data qui nous permet de faire le pilotage par la suite. Si tout le monde a un peu de connaissances sur Excel ou Power Query, Power BI, quand on analyse une donnée pour automatiser, la base, c'est que notre source de données, il faut que ça suive le même format. Je prends un exemple très simple sur une formule Excel, recherche X par exemple.
On doit rechercher selon tel critère dans telle colonne pour trouver l'autre donnée qui correspond à ce critère-là. Ça nous oblige d'avoir les données qui suivent les mêmes formats pour derrière pouvoir l'automatiser, les traitements. C'est-à-dire si on veut un indicateur, on cherche par exemple notre délai de paiement client. On va dire si c'est un tableau, il faut qu'on aille chercher le compte 401, il faut qu'on cherche les créances clients, il faut qu'on cherche les charges, etc. Par rapport à tout ça, on peut appliquer notre formule. Et à partir de là, si on a le fake de chaque client qui suit les mêmes formats, on utilise les mêmes numéros de compte. Ces formules-là, une fois qu'on automatise, on peut l'appliquer pour tous nos clients. Le pilotage, ça fonctionnera pour tous nos clients qui disposent du fake du même structure. Ce logique-là est applicable aussi pour Power Query ou Power BI, parce que si vous rentrez un peu plus dans les détails, toutes ces formules-là suivent les mêmes logiques. On doit toujours avoir une source de données et ensuite on passe toujours sur un critère et à partir de ces critères, on va chercher l'autre donnée qui correspond à ces critères-là. Ces critères-là, cette logique nous permet d'automatiser tous les pilotages, peu importe sur Excel ou sur Power BI, Power Query pour tous nos clients. C'est aussi les mêmes logiques pour les prompts de IA. On donne toujours les mêmes critères. Enfin, je vais vous montrer un exemple concret par la suite. On prend toujours les mêmes comptes, les mêmes logiques, les mêmes règles, et ensuite IA va appliquer cette règle à tous les traitements de données pour que le résultat soit standard. Ça, c'est la source de données qu'on dispose en fake. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, la facturation électronique aujourd'hui, qui nous permet d'avoir des flux de factures en temps réel après 727 pour toutes les entreprises professionnelles en France. C'est-à-dire que les données qu'on peut analyser via le fake qu'on établit une fois par an, il peut être quasiment en temps réel en fonction des données de facture qui sera validée et rentrée dans la comptabilité avec le temps de traitement qui est très réactif. Normalement, on aura nos déclarations de e-reporting, etc. tous les 10 jours. Et notre rythme de tenue de comptabilité va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus fréquent, qui nous donnera la possibilité d'avoir la fameuse comptabilité en temps réel, comme on a dit depuis longtemps, et derrière avoir le tableau de pilotage qui correspond à ces comptes en temps réel également. Et on va pouvoir contacter le client à n'importe quel moment pour dire que voici, selon les informations qu'on dispose, vous avez combien de CA, combien de charges. Attention, vous avez des charges qui sont trop élevées. Attention, il faut faire attention le mois prochain, même la semaine prochaine, si on a des outils plus automatisés qu'aujourd'hui. On va pouvoir donner des conseils en temps réel. Ça, c'est les automatisations de production qu'on parle. Aujourd'hui, on voit déjà beaucoup OCR comme Pennyline ou CG, d'autres solutions comptables. On peut avoir une facture, on le prend en photo, IA vient identifier toutes les données. Ça nous enlève déjà la couche de saisie à la main. On a juste à contrôler les données et on peut valider que ces données rentrent dans la comptabilité dès qu'on le valide. Et demain, avec la facturation électronique, quand on a une facture qui arrive sur la plateforme, on le valide ou on peut même paramétrer une rentrée de données automatique sans contrôle sous certains seuils pour nous aider à automatiser, pour avoir les données en temps réel, encore une fois. Et par la suite, on a la logique de IA ou machine learning, c'est-à-dire on peut définir des prompts ou on peut utiliser le code pour définir des hypothèses pour que la machine IA, il vient prendre des données historiques qu'on a. Par exemple, on peut dire, on a 3 ans de fake de historique qui nous sert de base. Je demande à IA, faire un prompt pour nous aider à exploiter les data historiques pour avoir tous les logiques, toutes les saisonnalités de CA ou de charge. Et on donne une hypothèse à notre prompt pour que il nous projette le compte de résultat sur un an selon les données historiques et les hypothèses de croissance qu'on établit. On peut aussi, avec cette base, avoir une hypothèse sur le cash
parce que le compte de résultat, c'est très important, mais avec les délais de paiement, on aura des entrées et sorties de cash qui sera fait aux différents moments. Donc, avec cette logique-là et avec les données de date de paiement sur la facturation électronique qu'on aura, qui sera communiquée avec les données de la facturation électronique également, on peut projeter les cash réels entre 1 mois et 3 mois. Et selon les données historiques et la position de trésorerie qu'on a, demain, on sera capable de projeter le cash selon l'habitude de consommation de l'entreprise à 1 an pour permettre à l'entreprise de visualiser, par exemple, est-ce que je peux faire un investissement dans 6 mois? Est-ce que je vais manquer de cash si j'ai un nouveau projet qui s'ajoute à mon projet d'investissement de l'entreprise? S'il manque de cash, est-ce qu'il faut que je prépare quelque chose avec mon expert comptable pour demander un emprunt à la banque? Ou l'expert comptable va me dire si c'est pas le bon moment d'investir, il faut que j'attende 6 mois pour cumuler plus de cash pour ce projet, pour éviter que je tombe dans le rouge au niveau du cash. Donc, tous ces conseils-là, ça va être très intéressant pour les clients. On est beaucoup plus actif et derrière, ça permet aux dirigeants non seulement de piloter, en plus de prévoir en fonction du cash, qu'est-ce qu'il peut investir, qu'est-ce qu'il peut développer dans le futur. C'est ça aussi les attentes du dirigeant face à nous. Aujourd'hui, on a la tenue qui représente 58% de notre valeur du cabinet, on va dire, dans nos facturations. Et demain, quand la partie de saisie va être remplacée par la facturation électronique, automatisation, nous aussi, on doit muter notre valeur ajoutée sur autre chose pour qu'on propose aux clients, pour maintenir nos honoraires ou voire même développer nos honoraires avec des missions à plus de valeur ajoutée. Et toutes les missions de conseil là que je viens de citer en exemple, je pense qu'il n'y a pas un dirigeant qui va nous dire ah non, j'ai pas besoin, je peux faire tout seul. Je pense qu'il sera content de nous avoir à côté pour lui dire attention, niveau cash c'est rouge, faut relancer les clients pour rentrer plus de cash ou vous avez tant de cash, faut faire un projet d'investissement pour optimiser le patrimoine. Je pense que c'est gagnant pour le cabinet et gagnant pour le client aussi. Est-ce que tu penses que ce déplacement de la production vers le conseil, ça va se Mmh. faire assez rapidement après la mise en place de la facture électronique ou il va falloir quelques années d'adaptation pour que les cabinets, les collaborateurs puissent se mettre dedans? Mmh. Je pense il y a déjà des changements qui sont en train de se faire parce que tout le monde doit se mettre déjà en réception à partir de septembre de cette année. Donc on a beaucoup de clients qui nous sollicitent, qui sont en stress. Ils ne se rendent pas encore compte de tous ces changements qui vont venir. Mais après, entre septembre 26 et 27, on a encore un peu plus de temps pour préparer l'émission pour la plupart d'entreprises en France, les TPE-PME, et pour les dirigeants aussi de se préparer à toutes les digitalisations, les cycles de vie, toutes les adaptations. Et niveau cabinet aussi, on a déjà des compétences qui vont changer. Aujourd'hui, on a certains cabinets qui vont encore récupérer des classeurs chez les clients et pour faire la saisie à la main, scanner des documents ou autre. Et demain, quand les factures vont arriver tout seuls, ces temps économisés, on va devoir former ces collaborateurs-là petit à petit sur, par exemple, si quelqu'un ne fait que la saisie aujourd'hui, on va les former sur la révision au moins pour qu'ils montent en compétences. Donc, en fonction des changements des clients, leurs besoins, et évolution des compétences des collaborateurs au cabinet et exploiter les nouvelles compétences au cabinet. Par exemple, les personnes qui sont plus, on va dire, plus douées pour IA, qui aiment bien analyser les data, qui aiment bien proposer du conseil, qui va amener petit à petit le changement de mission, qui va quitter d'autres personnes qui ne veulent pas changer au cabinet. Je pense que ça va prendre encore un peu de temps, mais ça va venir vite. Et donc, c'est complètement dans la suite de ce qu'on discute tout à l'heure. Donc, il y a, attention, quand aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand on prend IA pour analyser quelque chose, soit il hallucine, soit il invente quelque chose, ou chaque fois, il ne sort pas systématiquement les mêmes types de réponses. Et il hallucine ou il invente des points. Donc, c'est pour ça que IA, il n'est pas raisonnable.
il ne va pas pouvoir remplacer nous, les experts comptables, mémoralistes ou experts comptables, les professionnels, et juste et déplace notre seuil de rentabilité. C'est-à-dire que IA, je prends un exemple très concret. Avant, quand j'étais dans les grands cabinets, quand je dois préparer un rapport pour tous mes clients, je dois passer l'entretien avec les clients, prendre des notes à la main et ensuite mettre toutes ces notes-là en synthèse de moi-même et mettre dans les slides de PowerPoint en synthèse et je le mets en forme moi-même et par la suite, je vais pouvoir présenter au client. Ça prendra peut-être 3 jours d'analyse et toutes les mises en forme, etc. pour que ce soit tout beau, tout joli. Et aujourd'hui, avec une réunion, on peut enregistrer la réunion avec IA, avec Microsoft, ça fonctionne très bien. On a toutes les transcriptions de toutes les réunions. Et ensuite, il y a Copilot ou d'autres IA qui nous aident à faire la synthèse de la réunion directement, même le compte rendu selon certains formats définis. Donc, ces temps-là, c'est une économie de temps. Et par rapport à ces synthèses, pour présenter des rapports de présentation à nos clients, on peut demander à IA, notamment si vous utilisez beaucoup Copilot, il a une fonction très forte avec Microsoft. C'est Microsoft et il est confidentiel avec IA. Toutes les données qu'on stocke dans notre OneDrive, Copilot peut venir exploiter selon le nom de client, peu importe que ce soit des comptes rendus de réunion, les transcriptions, le travail qu'on effectue, tous les mails. Il peut venir analyser toutes ces données-là pour préparer une restitution pour nos clients. C'est-à-dire que tout notre travail de synthèse et de prise de notes d'hier, aujourd'hui, avec IA, on devient beaucoup plus efficace, on prend beaucoup moins de temps. Et les 3 jours de travail d'analyse avant, aujourd'hui, peut-être en 20 minutes, c'est prêt. Je ne sais pas si vous avez déjà testé Kama, c'est un outil de production de rapports, de présentation qui peut exploiter en PowerPoint. Si on lui donne une synthèse qu'on fait, il est capable de nous générer un PowerPoint mis en forme, tout beau, tout joli, avec le couleur, le logo du cabinet, prêt à présenter au client. Donc, notre valeur ici, c'est de revoir ce qui fait IA pour assurer qu'il n'hallucine pas, il n'invente pas des données et nous le juger avec notre jugement professionnel avant de proposer quelque chose au client pour vraiment apporter la valeur au client. Donc, tout ça pour dire qu'avec l'IA, vu que tout devient ultra rapide, même dans les traitements de données, et on va être beaucoup plus attendu sur la valeur ajoutée qu'on peut apporter au client. Et non seulement en temps passé comme dans le passé. Parce que si on fonctionne avec l'IA, avec temps passé, nos honoraires vont être systématiquement diminués, je pense. Donc demain, il faudra qu'on réfléchisse à un nouveau mode de facturation, on va dire. Pour revenir sur les données comptables qu'on dispose aujourd'hui, on a déjà parlé de fake. Donc, c'est des données très standards. Donc, on a dilution obligatoire qui est normée, qui fait exprès pour nous permettre d'analyser chaque client. Donc, on a le journal, la date, le compte, la référence de pièces, l'IPL et débit crédit, la validation de date, le lettrage. Et ce n'est pas un seul fichier fiscal. Avant, quand j'avais travaillé 1 an en transaction service, et du coup, pour établir l'audit de comptes des sociétés qui vont être vendues ou qui vont être achetées, on part de la base de FEC et on cadre avec les comptes audités. Et avec cette base de FEC, en fait, on peut voir, par exemple, on s'est dit pourquoi dans le compte déplacement, on a tant de charges cette année, pourquoi il y a tant de variations. On va filtrer sur ce compte-là dans le FEC qui va nous donner tous les détails de tout ce qui s'est passé dans l'année. Et pareil, dans nos analyses de données, vu que les données sont structurées avec le FEC, nos formules d'analyse est basée sur le FEC qui nous permet d'automatiser l'analyse pour chaque nouveau client avec peu de traitement. Dans l'audit, on utilise beaucoup aussi le compte livre et la balance qui nous permet de faire le cadrage avec le FEC pour assurer que chaque fois on analyse les mêmes données. Si vous avez aussi fait un peu d'audit, c'est une démarche très importante, c'est de toujours partir sur une balance
et ensuite cadrer l'ensemble des données qu'on va analyser par la suite, qui nous donnent tous les détails avec cette balance qui nous permet d'assurer qu'on a tous les données partout dans nos analyses, qu'il n'y a pas d'écart. On a aussi l'alias fiscal aujourd'hui qui nous permet d'avoir l'ensemble de vision économique d'une entreprise. On a bien sûr aussi les données sociales qu'on peut aussi analyser. Et bientôt les factures, les données des factures qui nous permettent de rentrer encore plus dans le détail dans nos analyses et avoir le délai de paiement des factures. Estimer des cash avec une prévision de 1 à 3 mois. Et Aurélien, tu vois d'autres données que j'ai pas citées peut-être dans le travail Non, un je peu pensais plutôt. rajouter la DSN, mais tu as parlé justement des données sociales. C'est vrai que Oui, ça, c'est assez utile aussi quand on fait l'audit de récupérer les DSN. Ça nous donne vraiment énormément d'informations sur la santé sociale un peu d'une entreprise. Ne serait-ce que, par exemple, sur la pyramide des âges, on peut se rendre compte assez vite des personnes qui sont très anciennes dans l'entreprise, que va bientôt y oui, avoir beaucoup de départs à la retraite, sur l'égalité oui, homme-femme, les écarts de rémunération. C'est vraiment une très très grande source de données, je trouve, les DSN. Et oui, pareil, c'est nommé comme pour le FEC, donc on s'y retrouve peu importe pour le client. ouais, c'est vrai. Ça nous permet de piloter aussi au niveau social. Est-ce que il y a trop d'écart de rémunération entre des personnels? Est-ce qu'il y a une forte variation de salaire entre 2 années et pourquoi, etc. Qui nous permet de piloter aussi ces côtés sociaux avec ces données-là. Et si on continue, on a donc encore d'autres données de gestion. Pour certains clients de plus grande taille, il peut faire par exemple, les données extra-comptables métiers, des heures produits, des mètres carrés. Par exemple, si c'est une location, combien c'est loué par mètre carré. Et très souvent, avec ces données-là, croisées avec les données comptables, on va pouvoir donner des vrais conseils. Par exemple, j'avais fait la direction financière d'une start-up qui vend un abonnement de logiciel. On a les données comptables et les données de cash qui nous donnent des positions de cash à piloter et les chiffres d'affaires de tous les mois. Derrière, on a aussi un suivi avec leur nouveau abonnement, renouvellement d'abonnement tous les mois. Est-ce qu'il y a des churns de clients? Est-ce qu'il y a des clients qui partent et pourquoi? Pour pouvoir derrière suivre et éviter que les clients partent à nouveau pour les mêmes causes. Tous ces données-là nous permettent d'avoir des actions financières, même pour les petites entreprises. Et du coup, cette petite start-up-là, grâce à nos données, on a structuré leur fonction financière qui a préparé donc sa levée de fonds pour qu'il fasse une croissance très rapide suite à la structuration de fonctions financières. Et ensuite, on a aussi les données du cabinet pour nous. Vous savez qu'on trouve toujours très relou une mission qu'on doit faire au quotidien, c'est la saisie des temps. Et en fait, ces saisie des temps nous permet surtout aux dirigeants du cabinet de visualiser telle personne a passé combien de temps sur telle mission et telle mission a été facturée pour combien et pour visualiser la rentabilité de mission par collaborateur, par type de client ou par secteur même si on rentre plus dans le détail et permet d'analyser pourquoi il y a du retard, s'il y a des dépassements d'honoraires, de pouvoir ajuster dans l'année à venir et alerter aux clients, attention, on passe trop de temps sur ces dossiers-là, peut-être par exemple arrêter de faire des notes de frais, un exemple. Voilà. On a aussi des données externes, c'est-à-dire, j'ai pris un exemple, le benchmark, par exemple, la plateforme d'agréé pour la facturation électronique. Vous savez, aujourd'hui, on a plus de 140 plateformes sur le marché et ce qui est très difficile de choisir. Donc, on a Invoicing Hub qui a réalisé en avril cette année un grand benchmark qui compare à plus de 100 PA, je crois, qui nous permet donc de choisir les PA en fonction du besoin de nos clients, selon ce benchmark. Toutes ces données-là, bien sûr, quand je fais des missions de conseil de mon côté-là, je prends en compte aussi les benchmarks. Comme ça, chaque fois, je collecte toutes les données de mon client, j'analyse par rapport à la réforme et ensuite, je compare tous ces besoins-là
avec Benchmark, bien sûr avec l'aide de IA pour matcher toutes les données, pour pouvoir proposer la plateforme le plus adaptée pour mon client. Et souvent, il appréciait aussi parce que c'est vraiment un casse-tête de choisir une plateforme parmi les 140. Et en parlant de benchmark, il n'y avait pas la profession qui avait lancé son propre data lake pour que les cabinets intègrent des faits anonymisés à Mm. l'intérieur et qu'après on puisse récupérer plein de données en fonction des secteurs d'activité, de la période, etc. Mm. Si justement c'est un des projets encore en cours de la profession, en fait, si vous connaissez bien ECMA éditeur, en fait, c'est eux qui exploitent tous les faits qui sont déposés sur le site de l'ordre dans le data lake. Et du coup, derrière, ça permet, sous suivi, quelqu'un de très connu, il s'appelle Eric, il publie sur LinkedIn, sur son compte, les analyses sectorielles par secteur, bien sûr. Ces faits-là par secteur lui permettent d'avoir ces analyses, il croise avec les archives et ensuite il nous met à disposition des rapports sectoriels gratuitement pour nous aider. Si on a des missions d'évaluation, on peut partir de cette base qui est gratuite au lieu de faire un abonnement aux archives et bien sûr qui nous permet d'avoir par exemple, si on est une boulangerie à Paris, on va pouvoir aller consulter le rapport sectoriel de l'ordre pour savoir le boulangerie, combien il fait de CA, il a combien de clients, c'est quoi ses coûts pour gérer cette boulangerie. Et si on est trop bas ou trop haut par rapport au secteur, ça veut dire, c'est une question aussi qu'on peut se poser pour voir derrière si on est compétitif ou pas et comment on peut s'améliorer. C'est aussi une piste de pilotage pour qu'on conseille à nos clients. Et si on a des missions d'évaluation aussi, on doit trouver des multiples. Donc, il faudra trouver des entreprises comparables selon ces données-là. Et par la suite, valider la valorisation si vous voulez savoir la valeur d'une entreprise. Et qu'on peut derrière, bien sûr, matcher avec la méthode TCF qu'on a tous eu en cours de Hmm. TSCG et ensuite valider nos valos. Voilà, la puissante data. Et donc, on arrive donc à une synthèse de 4 familles, de 4 usages de la data. Donc, première, c'est contrôler et fiabiliser. Comme on disait en audit, pour les données, on doit assurer que toujours, on part toujours de la même base, les données se cadrent avec une balance. Et donc, demain, avec IA et d'autres outils, on va pouvoir exploiter 100% de nos données et 100% de la population qui nous donne beaucoup plus de certitude dans nos missions d'audit. Quand j'étais dans un grand cabinet encore, on avait pour tester la population de vente, par exemple, on a matché avec un outil de Power BI les comptes 7 avec les comptes 4 et aussi les comptes 5. Avec ces matchings-là, on peut savoir telle transaction a été comptabilisée quand, est-ce que ça a été payé. Si ça a été payé, on demande juste les justificatifs au client, le relevé de banque avec la facture qui nous, qui nous permet d'avoir un échantillon de testing beaucoup plus petit avec cette méthode. Et on demande beaucoup moins de documents aussi à nos clients pour leur soulager dans leur travail quotidien. Mais avec cette méthode, vu qu'on a regardé 100% de population avec nos analyses de flux, on sait des factures payées, des factures n'est pas payées et tout est justifié. Et derrière, on a beaucoup plus de fiabilité dans nos travaux d'audit. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, ça nous permet de comprendre et diagnostiquer comment on a présenté, comme tout à l'heure, avec tous les exemples de pilotage. On peut avoir des données beaucoup plus à date, beaucoup plus récurrents, qui nous permettent d'avoir la comptabilité en temps réel et pilotage en temps réel, au lieu de proposer uniquement un rendez-vous annuel à nos clients. Et troisième point, c'est anticiper et piloter. C'est aussi l'exemple qu'on a donné sur l'hôtellerie, sur la charge de personnel qui était en trop. Si on a les données réelles et on fait le point régulièrement avec les clients, on peut aussi dire aux clients, attention, vous avez cette charge en trop, ce n'est pas normal. Essayez d'optimiser avant que ça soit trop tard et prendre la décision aussi rapidement, anticipe les problèmes
pour mieux piloter l'activité. On peut aussi restituer et convaincre, c'est-à-dire quand on analyse et on ne dit pas aux dirigeants qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, il ne pourra pas connaître la valeur de nos analyses. Donc, toutes les compétences qu'on a acquises, nous, pendant toutes nos études ou toutes les expériences qu'on a avec tous nos clients, il faudra qu'on le formalise à une mission de conseil, bien sûr, avec nos expériences, les data qu'on dispose, et on planifie des réunions de conseil pour renforcer les relations avec notre client en donnant ces conseils, en lui présentant bien sûr toutes nos analyses pour lui permettre d'anticiper, piloter son activité et lui permettra d'aller plus loin et il verra bien sûr plus nos valeurs ajoutées dans le futur. Et ensuite, je crois qu'on va arriver sur notre cas d'usage, le prompt. On va partir d'un fake que j'ai préparé sur un fichier Excel. Je vais utiliser un prompt que je vais présenter d'abord. Et ensuite, j'ai défini certains critères avec SIG, PFR par exemple, des KPI, les indicateurs clés, et qui nous permettra de voir qu'est-ce qui se passe dans le fake, qu'est-ce qu'il nous conseille et c'est quoi nos prévisionnels. Donc, j'utilise beaucoup Excel parce que c'est un outil très souple, on n'a pas besoin de beaucoup de modulation, c'est très facile à utiliser avec des formules, etc. J'utilise aussi Power Query. En fait, Power Query, c'est avant-partie de Power BI, on va dire, qui permet de structurer et nettoyer les datas. Je vous montrerai par la suite comment je fais. Et donc, on a aussi Power BI. Donc, depuis Power BI, on peut lier directement avec Power Query. Et avec cette étape-là, si on automatise bien, par exemple, si on a un classeur dans OneDrive, on peut dire que je dépose tous mes fakes dans ce OneDrive-là. Et chaque mois, je viens mettre mes nouveaux fakes dans ce OneDrive-là. Et chaque fois, quand je clique sur Power BI, actualiser, il va venir chercher les nouveaux fakes qui va mettre à jour toutes mes données. Et Power Query va venir nettoyer toutes ces données-là avec les mises en forme que je souhaite, que je paramétrerai, et ensuite injecter dans Power BI pour me permettre de générer des rapports ou des graphiques dont j'ai besoin par la suite pour pilotage. Mais Power BI, c'est un peu rigide, on va dire. Il faut que tout soit cadré. Il ne faut pas avoir trop de personnalisation, sinon ça devient trop lourd à actualiser chaque mois. Si vous avez des modèles bien figés, des modèles de pilotage, Power BI, c'est un très bon outil. Ou sinon, on a IA génératif, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, qui est très souple. Mais derrière, bien sûr, ça nécessite un travail de contrôle. Donc, si ça vous va, on va mettre là, hop là, le Excel. Donc, c'est fait de société XXX. Et ensuite, pour lancer Power Query, on a tous dans nos Excel, c'est natif. On va dans données, obtenir des données. Et on va partir d'un fichier, on va dire texte, parce que nos fakes sont souvent sous format texte. Je vais voir si je trouve les mêmes fakes. Sinon, je vais voir, c'est un petit peu long. Ok. Ça va venir. Ensuite, on va prendre les données d'un client que j'analyse aussi en facturation électronique. Hop là, c'était un fake. C'est pas celui-là. C'est celui-là. C'est un hôtel. On va aborder. Donc là, ça nous génère la fenêtre pour Power Query qui fait connexion avec le document qui est déjà dans mon Power Query. On a une fenêtre comme ça. Et normalement, dans le fake texte, vous ne voyez pas les séparations comme ça. Mais dans Power Query, en fait, il propose un déliminateur pour qu'on puisse traiter les données structurées automatiquement. Et là, soit on peut faire charger, soit on peut faire transformer les données. Donc, je vais vous montrer le temps. Qu'est-ce qu'on a? Donc, dans ce fake-là, en fait, j'ai déjà mis un autre fake. Et là, il y a un premier traitement qui est déjà fait. En fait, on peut venir modifier les formats en date, par exemple,
ou on peut modifier d'autres formats. Par exemple, on dit débit, crédit, on voudrait que ça soit en format nombre décimal. Ça nous évite des traitements derrière qui sont trop lourds. Ou validate, je vais mettre une date qui nous permet donc de bien analyser nos données par la suite. Tous ces traitements-là, si vous avez de nouveaux données à remplacer celui-là, sachant que si vous maintenez le même nom, il faut bien nommer les noms, il suivra les mêmes traitements qu'on a définis ici à chaque nouveau document. Et Ok, donc tu après, peux automatiser le nettoyage que tu fais au départ. exactement. Donc là, pour montrer exemple, on va supprimer le fait que j'ai pré-généré. Et ensuite, je vais vous montrer le prompt que j'avais préparé auparavant. J'avais testé un peu pour que ça soit plus rapide dans nos présentations. Donc, c'est un prompt que j'ai fait avec Claude pour nous aider dans le pilotage. Donc, je lui ai dit, à partir de fait que je viens ici, il faut anonymiser pour pas que ça soit visuel pour tout le monde. Mais à vous de voir comment vous allez anonymiser. Il y a aussi l'ordre des experts comptables qui sort des outils d'anonymisation qui fonctionnent très bien pour protéger nos données. Pour utilisation de IA, pour Copilot, vu que c'est dans l'environnement Microsoft, si on choisit le mode travail, il est confidentiel, il n'y a aucun problème. Par contre, si on met des données dans cloud, il faut faire attention à bien anonymiser parce que les données sont stockées aux US aujourd'hui et on n'est pas garanti de la confidentialité encore. Sauf la version d'entreprise qui coûte 200 € par mois. Peut-être la Hmm. confidentialité est un peu assurée, mais toujours, il n'est pas on peut toujours pas garantir aujourd'hui. Voilà, donc on va anonymiser au cas où. Et donc là, j'ai dit, je veux analyser notre fake. On va séparer donc le CA hébergement et restauration vu que c'est un hôtel à partir de ce compte de 70. Sous-entend, il faut que notre comptabilité soit très bien tenue avec les séparations d'activités. Ensuite, il faut qu'on identifie donc les différents taux de TVA pour la répartition parce que la TVA a un fort impact sur les cash. Et ensuite, on va voir les saisonnalités de CA. On repère aussi des remboursements d'emprunts selon les comptes d'emprunt pour voir les prévisions nettes de cash qu'on va avoir. Donc, on a mis une hypothèse qui sera modifiable par la suite, on verra dans le premier onglet. On demande une croissance de CA de 5% avec saisonnalité reproduite de l'année dernière, avec délai d'encaissement de clients 30 jours pour B2B, comptant pour B2C, et délai de paiement fournisseur 45 jours. On est un peu malin, comme ça 15 jours, ça nous laisse un peu plus de cash chez nous que la sortie de cash. Et on doit inclure aussi donc la TVA, les charges sociales, fiscales. On ne fait pas d'investissement pour simplifier notre estimation pour le moment. Et le trésorerie de départ, on va prendre le solde du compte 5. On va faire notre estimation sur 12 mois à venir. Et là-dedans, on souhaite un pilotage par les cash avec le compte 5 et les entrées et sorties de cash avec les comptes 6 et 7. On voudra un prévisionnel de trésorerie sur les 12 mois. Ensuite, bien sûr, prendre en compte nos hypothèses de croissance, etc. et tous les décaissements, encaissements à venir. On voudra aussi un pilotage par le résultat avec les SIJ, donc mensuels, c'est possible. Et ensuite, on voudra les indicateurs sectoriels hôtellerie avec distinction hébergement, restauration selon les comptes qu'on a dans la comptabilité. On veut aussi faire une synthèse aux dirigeants pour qu'ils voient les indicateurs clés qui l'aident à piloter. Ensuite, on veut une revue analytique qui donne sens à toutes nos analyses-là. Et par la suite, j'ai donné quelques critères de mise en forme, etc., avec des chartes graphiques. Donc, on va voir un moment magique. On va copier-coller tous ces prompts-là qui est déjà fait par Claude avec nos exigences. Et Copie. ouais, donc du coup, ces prompts-là, tu les prépares avec l'IA et Oui. ensuite tu les retravailles un petit peu. Ouais, exactement. Je revois et je l'enrichis avec avec ce que j'attends comme résultat ou selon les demandes des dirigeants, selon les demandes particulières. Voilà.
Donc là, j'ai déjà fait un test, mais on va continuer quand même. Ça, c'est Copilot dans Excel, sachant qu'on peut ajouter Claude aussi, mais il faut anonymiser les données. Mais Copilot, vous voyez ici, on peut choisir automatique, ou sinon, on s'est dit Claude, il fonctionne très bien, on va choisir Claude. Voilà, on est dans l'environnement Claude pour Copilot, même s'il est un peu moins puissant que le vrai Claude, mais il est quand même très performant, on va voir. On colle tous nos prompts ici, on va juste faire envoyer et il commence à travailler tout seul. En plus, il va nous dire qu'est-ce qu'il est en train de faire. J'ai testé ces traitements-là, ça prend quelques minutes. Donc, si Aurélien, si tu veux en faire quelque chose, on Ouais. peut discuter. Qu'est-ce qui va distinguer un bon d'un mauvais prompt quand tu fais ce genre d'analyse? Je pense qu'il n'y a pas de mauvais ou de bon prompt. Faut qu'on teste. Au début, on va donner les premiers critères pour voir si ça fonctionne. Après, quand on va revoir la première version, en fait, ça va sortir des chiffres ou des points qui vont nous titiller. Donc, on va dire, bon, dans ce prompt-là, je dois cadrer plus ce point-là, je dois donner plus de critères pour que ça fonctionne mieux. Ou on va dire, ces côtés-là, IA a complètement déconné, on va dire. Il a inventé trop de choses. Donc, on va ajouter une phrase, arrêtez d'inventer certaines choses. Par exemple, dans mes prompts pour les cas usages de facturation électronique, systématiquement, ça ne dit rien. Il me modifie tous mes libellés des cas usages. Donc, des fois, on ne comprend rien. Donc, à la fin, dans mon prompt, je viens le cadrer, je lui dis n'invente rien, ne modifiez jamais les libellés de tous mes cas usages pour garder le même sens que ce qui a été donné par la migration fiscale. Et en fonction de nos tests, il devient de plus en plus performant. Donc. Et ici, on voit les traitements de IA. On voit les traitements de l'IA, il a l'étape 4, il est en train de faire ses constats pour les structures des emprunts, des charges financières ou des loyers. Ou il peut poser des questions, par exemple, il nous demande le fait que plusieurs prêts mis en place en cours d'exercice, etc. Le profil historique n'est pas linéaire. Comment traiter l'échéance d'emprunt prévisionnel de l'onglet 3? On va lui dire, on va prendre une échéance constante moyenne des remboursements. Ok, on va prendre cette hypothèse-là. Ou il nous dit, dans les intérêts, indique des structures de groupe, compte courant d'associés, comment traiter dans le prévisionnel. On va dire que, ok, on va prendre le premier, intérêt du groupe. Claude, en fait, je trouve que systématiquement, il pose 4 questions pour que ça soit plus cadré et plus détaillé. Donc, on a périmètre de CA restauration, hébergement pour les postes ambigus. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va dire home service et restauration, séminaire, c'est hébergement ou sinon c'est autre. OK. On a le loyer de redevance aussi. Comment on traite le point mort dans le prévisionnel? Bon, on va dire, on va faire une charge fixe lissée sur 12 mois. Voilà. Et là, quand on a répondu, il continue ses traitements. D'accord. C'est intéressant qu'il pose des questions comme ça pour clarifier. Ouais. Ça c'est la particularité de Claude, en fait. Il pose systématiquement plusieurs questions qu'il pense qu'il peut rentrer plus en détail pour que l'analyse soit plus pertinente. Et si c'est ChatGPT ou d'autres IA, il ne pose pas systématiquement ces questions-là. Voilà. Il rentre dans l'étape 7. Il dit que toutes les réponses conforment à ses recommandations par défaut. Donc, il va maintenant procéder à l'analyse complète en Python. Si vous avez un peu connaissance de Python, en fait, c'est un peu comme les factures, les données de facture en XML. Chaque champ correspond à une donnée. Et derrière, ça nous permet de standardiser toute l'analyse. Et là, on voit dans nos onglets, on a des nouveaux onglets qui sont ajoutés. Ok. C'est magique. Hmm. Est-ce que tu penses que c'est l'occasion de discuter un peu de la commission que tu es en train de mettre en place au sein de l'annexe? Bien sûr. En fait, au Bureau national de l'annexe, on est en train de mettre en place un projet lié à la data et IA. Notamment, nos mémorialistes, c'est nous qui va devenir expert comptable de demain avec le contexte. La maîtrise de data et IA devient très important. Donc, au Bureau national de l'annexe, on est en train de réfléchir à mettre en place une commission data et IA
après notre prochain CN, donc à la rentrée en septembre, on va appeler des candidats dans tous nos adhérents et tous les membres de bureau, tous les élus, pour constituer des groupes de travail. L'idée, c'est qu'on réunisse une fois tous les mois pour qu'on discute les cas usages qu'on voit au cabinet, les sujets qu'on va pouvoir automatiser ou d'autres missions de pilotage qu'on va pouvoir proposer à nos clients, et aussi pour nous aider à apprendre plus sur notre métier, voir l'évolution de métier et apprendre le métier de conseiller. Je pense que merci Aurélien pour l'organisation de ce webinaire. Ça nous donne un coup sur toutes les possibilités qu'on a d'analyse avec IA et la data. Et à la rentrée, on va pouvoir réunir ensemble pour tous les intéressés. On va faire des réunions tous les mois, on va travailler ensemble, on va apprendre ce projet-là. Donc, ça nous contribuera à notre projet Impulsion qui permet de publier des articles dans notre blog Impulsion, qui nous permet par la suite, si possible, de formaliser des programmes de formation dans nos parcours annexes qui peut être certifié, espérant à l'appui de l'Ordre des experts comptables. Mais c'est un projet qu'on n'a pas encore abouti, donc au Bureau national, on est en train de réfléchir. On reviendra vers vous très vite avec nos communications, avec nos équipes pour espérer aboutir à ce beau projet qui nous aidera à avancer. C'est une idée qui t'était venue parce que tu es membre de la commission de l'ordre, c'est ça, sur la data et sur l'IA? Oui, bien sûr. En fait, grâce à nos instances qui nous a donné la possibilité de participer à la réunion de l'Ordre des experts comptables national, j'ai pu participer à quelques réunions de IA et la data. Et j'ai pu apprendre avec eux. C'est des personnes qui sont très avancées dans le métier, qui animent aussi des ateliers au congrès, dans les séminaires ou autres, et qui me permet donc d'apprendre avec eux, avec les cas usages. J'aimerais donc amener cette dynamique-là vers nous, les jeunes, pour qu'on puisse aussi contribuer à l'évolution de notre profession, bien sûr, et nous aider à apprendre plus et évoluer plus vite aussi avec ce contexte très changeant. Et je vois qu'il est encore en train de mouliner, Claude, il est vraiment très fort. On va commencer à voir un peu les onglets qui sont en vert. Donc ici, on va dans un premier onglet, il a anonymisé. On a tous les données qu'on lui demande mois par mois, de avril 24 à mai 25. Et total exercice. Toutes ces données-là, ça sort du fake. J'ai pas pensé dans mes prompts, mais j'avais fait une fois dans un audit, je lui ai dit, tous les données que vous sortez, le prompt sort du fake, je veux que tu me justifies derrière où viennent ces données et fais un cadrage qui nous permettra de faire nos contrôles de données qu'on a parlé tout à l'heure. Ça te permet aussi d'éviter les hallucinations qu'elle peut avoir parfois. Ouais, justement, ça lui permet de auto-contrôler en tant que IA, on va dire. Il sort les données, derrière, il doit se justifier où viennent ces données-là. Et ensuite, on a nos analyses, les hypothèses par la suite, comme on lui a demandé, croissance de IA, partie d'activité. Et normalement, on va pouvoir modifier ici, qui impacte par la suite tous les onglets-là et qui nous permettent d'actualiser tous ces pilotages. On a aussi les délais de règlement qu'on a définis, le taux de TVA qu'il a identifié, même un taux de TVA pondéré de CA, et tous les charges fiscales, CAPEX, trésorerie, etc. On va voir par le cash. Ici, on voit donc il a réussi à sortir tous les données. Donc, de tous les mois, on a nos encaissements, les décaissements, les variations de trésorerie de tous les mois qui nous permet la position de cash à la fin de chaque mois et total exercice. Et pour les décaissements, on le ventile aussi par nature. Cette fonction-là, dans Pennylen, par exemple, on doit venir taquer chaque type de dépense pour avoir cette analyse-là. Mais là, selon les différents comptes, achat, matière, énergie, services extérieurs, il vient nous dire quel type de dépense par mois on a quoi comme charge, qui nous donne une distinction tous les mois. Ensuite, je ne sais pas s'il est fini, vu le timing, on va voir qu'est-ce qu'il nous propose par la suite.
Ça peut C'est bien sûr. impressionnant, ce que ça peut ressortir, Ouais, mais ça enlève par contre en rien, la valeur, que nous, on peut apporter en tant qu'expert comptable. J'avais le bien cas, par sûr. exemple, sur un audit d'acquisition qu'on a fait il y Mm, a pas très longtemps, où, le DAF, en fait, de la boîte, qui faisait le rachat avait mm, justement donné un peu les FEC de toutes les entreprises, parce que c'était un groupe qui était racheté. Donc oui. il avait mis un peu tous les FEC, dans Claude pour ressortir Mm, des plusieurs tableaux et cetera. Et en oui. fait, il nous challengeait un peu entre ce que nous on trouvait comme conclusion et ce que lui il avait. Et on s'est rendu Mm, compte qu'à chaque fois où en fait il y avait des désaccords, il n'avait pas fait suffisamment de contrôle et il mm. y avait quelques anomalies qui restaient. Et justement, je trouve que ça illustre bien le fait que même si l'IA est très puissante, il ne faut pas retirer derrière, la valeur que nous on apporte en tant qu'expert comptable, expert Mm. comptable. Ouais, bien sûr. En fait, nous, notre valeur ajoutée, c'est on doit venir confirmer toutes ces données-là, que l'IA n'invente rien avec notre jugement professionnel, nos expériences. On doit venir revoir toutes les données qu'ils ont proposées, tous les indicateurs, si ça correspond à la réalité, s'il n'a rien inventé. Est-ce que ces conseils-là, on peut donner au client pour l'aider à son business? Par exemple, ici, il n'a pas encore sorti les prix, mais il a sorti des indicateurs hôtellerie. Par exemple, les charges fixes, on a une marge sur coût variable et ensuite taux de marge du coup sur coût variable. Donc, on voit une forte saisonnalité pour les entreprises. En décembre, on n'a pas grand-chose. Et en février, on n'a pas grand-chose. Mais en août, septembre, on a forte valeur. Et donc, est-ce que c'est à réaliser par rapport au point mort de chaque mois? Oui, non. Ça permet donc à l'entreprise de voir est-ce qu'il faut cumuler un peu de cash pour tous ces mois creux, Mmh. pour anticiper les charges et payer des factures, etc. Et est-ce que tu penses que, là, ce que tu viens de faire, c'est quelque chose qu'un collaborateur demain est capable, de faire en cabinet assez facilement? Je pense que oui, mais derrière, il faut qu'ils fassent tout comme on a fait à l'école à la mano, pour qu'ils comprennent tout le logique, pour que derrière, ils puissent avoir la capacité et les compétences de valider tout ce qui est IA, pour être plus compétent que IA, et derrière proposer du service et du pilotage à nos clients en fonction de ce que IA est produit. IA, en fait, il va nous aider à automatiser et qu'on ait du temps dans nos analyses, mais derrière le conseil, c'est à nous d'aller chercher et proposer à nos clients. Mmh. Voilà. Je pense que c'est important, ouais, qu'on insiste là-dessus. Il faut quand même qu'on sache faire ce que l'IA, arrive à faire aussi. Ça va nous Oui, faire gagner du temps, bien mais si on n'est sûr. pas capable de refaire la même chose, c'est un peu comme, bah, les Mmh. logiciels de compta quand ils sont apparus, ça nous a Mmh. pas empêché enfin, ça nous a pas, induit à arrêter la compta. On sait Ouais, toujours passer des écritures à la main, c'est juste que les logiciels nous font gagner du temps. ouais, bien sûr. Du coup, IA, pareil, ça va nous faire gagner du temps, mais il faut qu'on repère si les résultats sont faux, comme indiqué ici, et voir s'il y a des retraitements. Et quand bien même, c'est nous qui établissons des prompts, c'est nous qui lui donnons des instructions pour qu'il puisse faire des bonnes analyses selon nos besoins et les besoins du client. Voilà. Donc, selon ces changements, donc nos pilotages vont être en continu, prospective, va aider à décider. On aura un tableau de bord vivant, comme on a fait tout à l'heure. Comme on a fait tout à l'heure, en fait, chaque fois, si j'actualise un fake, tout mon tableau va être avec Power Query, le fake stocké au même endroit. Ce tableau de bord-là va pouvoir être actualisé selon tous les nouveaux fakes qu'on pose, ou même si on branche avec Pennyline ou d'autres solutions de production, ce tableau-là peut être en temps réel. Donc la méthode en 5 temps, donc il faut qu'on parte d'une question métier, qu'on évolue la qualité réelle des données, comme on s'est dit. On prépare, on retraite, on analyse selon nos besoins, on fait un prompt et ensuite on restitue au client pour les aider décider, à prendre sa décision. Et on a des outils comme Power BI, Excel, Power Query et maintenant IA qui va nous aider. Par contre, on a très bien insisté. On a tous nos obligations de secret professionnel et le respect de RGPD. Donc, il faut qu'on anonymise toutes les données qu'on met dans IA pour assurer la sécurité pour nos clients. Et derrière, pour que ça nous aide à interpréter toutes les données pour pouvoir conseiller nos clients.
Et est-ce que si on a un FEC, par exemple, qui est pas très bien tenu ou Hmm. les libellés sont pas forcément explicites, est-ce que tu penses que l'IA est capable de compenser cette mauvaise qualité de la donnée de base ou pas? Hmm, je ne pense pas. En fait, c'est quand même un grand travail de paramétrage et de tenue en amont. Par exemple, dans nos analyses de copilote, on a bien les comptes de résultats séparés pour restauration et hébergement qui nous permettent d'avoir des analyses fines par la suite. Mais Mhm. si tous ces comptes-là sont confondus dans un seul compte, on n'aura pas pu avoir ces données analytiques aussi fins comme on souhaite. Donc, le travail de tenue et de paramétrage demain, même s'il y a automatisation, c'est quand même un grand travail important. En plus, on va pouvoir paramétrer la comptabilité selon nos besoins d'analytique par la suite. C'est ça qui fait aussi notre valeur ajoutée demain pour nos clients. Du coup, si ça ne vous dérange pas, on regarde juste le trésorerie prévisionnelle. Après, on s'arrête là et on continuera sur notre commission data IA si ça vous intéresse. Donc voilà, on voit nos CA, voilà, on voit des CA à 0 et à 0 pour hébergement. C'est des mois durs en décembre et en janvier. Mais par contre, vu qu'on a la restauration, on a quand même un peu de rentrée de trésor. Voilà, ça nous permet d'analyser le CA des deux branches. Et ensuite, donc c'est le prévisionnel, hein, ça suit les mêmes tendances de saisonnalité que l'année précédente. Et pour encaissement aussi, qui nous donne une projection d'encaissement des mois. On voit beaucoup plus d'encaissement en juin, juillet et août, parce que là, c'est la saison haute des vacances, tout le monde part. Mais donc, il faudra prévoir plus de trésor pour les dépenses de décembre, janvier, février pour ce type d'activité. On voit aussi les projections de charges par la suite et le solde de trésorerie. On voit qu'on est en tension au mois d'avril-mai parce qu'on a passé les 3 mois de l'année dure, qu'il n'y a pas beaucoup de CA. Donc, c'est important d'anticiper et prévoir un bon matelas pour le début d'année. Notamment qu'on a plein d'encaissements, notamment en août, on a eu l'encaissement jusqu'à 400 000 euros. En septembre, jusqu'à 400 000 euros. Qu'on prévoit des cash de cette période-là pour anticiper, pour éviter des tensions en fin d'année. Voilà. C'est quand même assez visuel et assez intéressant à voir comme suivi de trésorerie et de prévisionnel pour l'année à venir pour anticiper l'activité et prévoir les charges et les décaissements. C'est sûr que c'est des choses qui intéressent beaucoup plus les clients quand on fait le point sur le bilan, de voir l'avenir plutôt que de se concentrer sur ce qui s'est déjà passé il y a 12 mois. Bien sûr. Donc, Ok. Bon, bah, je te remercie, Lan, pour ta présentation et pour la démonstration. C'était très clair et avec plaisir. je te remercie vivement de cette démonstration qui nous a permis de voir un peu les différents cas d'usage, enfin un, en tout cas, cas d'usage qu'on peut avoir avec la data. Ouais. Si vous avez d'autres cas d'usage à automatiser, n'hésitez pas à envoyer un message à moi ou à Aurélien. Si vous en avez beaucoup, on organisera un prochain webinaire ou avec notre commission Data IA, on vous présentera d'autres solutions d'automatisation.